le temps d'une liberté, On discute du couple. et de parentalité. Bonjour à toutes, Bonsoir à tous. bonjour Marie, Bonsoir Mathieu. bienvenue dans le premier épisode de notre podcast où, le temps d'un thé, on va discuter de couple sous tous ses aspects, dont la sexualité, mais aussi de parentalité. Chaque épisode sera centré sur une thématique précise. On va échanger à partir de nos expériences vécues, tout en essayant de vous apporter des recos. Aujourd'hui, on va discuter ensemble des besoins de l'individu dans le couple, à partir de nos expériences. On complétera avec les recherches qu'on a fait sur le sujet pour préparer le podcast. Marie, est-ce que tu commencerais pas par nous dire un peu ce qu'il y a derrière le mot besoin ? Oui, tout à fait. Le besoin répond à une nécessité ou une exigence d'ordre physiologique, comme par exemple manger, respirer ou dormir, d'ordre psychologique comme le besoin de connaissance ou de sécurité, et enfin d'ordre social comme le besoin d'appartenance et d'estime. Mais par contre, on le différencie du désir parce que c'est plutôt une projection mentale, c'est important mais pas vital, et enfin on le différencie aussi de l'attente qui elle est plutôt d'ordre de l'inconscient. Mathieu, est-ce que ça fait écho chez toi à des expériences vécues ? Oui, en prenant un exemple simple, on a dû s'accorder sur la gestion de la lumière et le sommeil, parce qu'on avait deux modèles complètement différents. On sait que le sommeil, quand même, c'est vraiment important et c'est un des besoins quand même primaires. Moi, de mon côté, je pouvais m'endormir avec de la lumière, pas de souci. Mais le matin, il fallait qu'il fasse nuit noire, sinon je me réveillais aux aurores. Et ma compagne, du coup, inversement. On a dû en parler parce que ça a pu générer un peu de tension. Et du coup, comment vous avez communiqué autour de ça ? On a échangé du coup sur nos besoins et les conditions pour dormir. Donc chacun a mis en avant ses contraintes et on a essayé de trouver des solutions pour que le besoin de chacun soit comblé. En tout cas, les conditions pour que le besoin de chacun soit comblé. C'est-à-dire que du coup, je m'endorme plus forcément avec un écran ou avec de la lumière qui tourne, un film, tout ça, mais plutôt avec des audios. Et on devait du coup fermer les volets pour que le matin, il n'y ait plus de lumière et que chacun puisse dormir. Ça a été une des premières discordes, en tout cas dans notre couple, et on a été confronté à la communication plutôt intéressant. En tout cas, ça a mis en place aussi notre mode de communication et notre mode de résolution des soucis. C'est intéressant. Toi, Marie, du coup, est-ce que tu as d'autres choses autour des besoins que tu voudrais échanger Ouais, je peux. Moi, je pense qu'un des plus gros besoins que j'ai dans une relation de couple, de manière générale, c'est le besoin d'être rassuré dans la relation. Du coup, c'est lié à mon histoire perso, hein, bien sûr, donc je travaille dessus de mon côté, mais il n'empêche que quand je démarre une relation, j'ai vraiment ce besoin-là. Et jusqu'à il y a pas longtemps, je savais pas très bien l'exprimer parce que c'est pas facile de savoir mettre les mots. Et au final, ça générait des tensions parce que la personne en face avait l'impression que je mettais la pression ou... Est-ce que tu as réussi à l'identifier rapidement que c'était ce besoin d'être rassuré, en fait, que tu avais besoin dans ton couple, ou tu savais pas trop ? Non, jusqu'à il y a pas longtemps, c'est-à-dire cette année, après avoir vécu une relation de 8 ans, une relation de quelques mois là, où j'ai pris conscience vraiment que là c'était un besoin pour moi d'être rassurée pour me sentir en sécurité. Donc ça répond à un besoin psychologique du coup, comme on a vu tout à l'heure. Et pour moi, pour en avoir un environnement sécure, voilà, j'ai ce besoin-là. Après, j'ai aussi appris que l'autre n'a pas forcément la possibilité de répondre à ce besoin tout le temps. Et du coup, c'est aussi communiquer avec l'autre pour se dire, ok, cette réaction-là, ça n'engendre pas forcément une peur chez moi parce qu'elle est normale, elle est dans son comportement. Et donc, j'ai moins ce besoin d'être rassurée parce que je sais que c'est ok. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Ouais, carrément. Carrément. Et comment tu as réussi du coup à le verbaliser, parce que besoin d'être rassuré, c'est pas très simple à verbaliser ce besoin qui est forcément mêlé à des émotions. Je le dis tout simplement. J'explique que j'ai un passif, une histoire qui fait que j'ai ce besoin-là, et j'explique pourquoi. Dans ma relation actuelle, en tout cas, la personne en face, elle a compris. Et en fait, ça simplifie les choses, et du coup... des fois, je lui dis que là, je dis ça ou je demande ça parce que j'ai ce besoin d'être rassurée. Et du coup, mais que du coup, je peux entendre que la personne n'est pas disponible à ce moment-là pour le faire et qu'on peut en parler plus tard ou un truc comme ça. Voilà. C'est aussi permettre de temporiser les choses si la personne en face n'est pas disponible au moment où moi j'ai besoin. Et du coup, c'est aussi apprendre à lâcher prise. Quand tu l'as exprimé les premières fois et que c'était pas forcément entendu, qu'est-ce que ça générait en toi Et du coup, ça générait un sentiment d'insécurité,
des angoisses forcément. Et au final, si c'est pas du tout entendu, ça finit par provoquer un éloignement, je crois. Ok. Non, mais c'est super intéressant du coup de comprendre aussi ce mode de fonctionnement et du coup j'imagine que donc il y avait aussi forcément du non-verbal. Ça dépend de à quel point je suis dans le besoin d'être rassurée. C'est-à-dire que si ça traîne et que j'ai un sentiment de sécurité qui arrive, là forcément le non-verbal il est plus fort. Il y a des signes d'angoisse, il peut y avoir des pleurs, enfin voilà, ça peut être aller très loin. Après, maintenant je sais aussi faire plus attention ou en tout cas prendre plus de recul pour me dire ok c'est pas grave pour l'instant et voilà, essaye de pas paniquer. Pas facile. Et puis Hein. on voit ça plus tard. Quoi. Ouais, Non. carrément pas facile. Ouais. Le besoin d'être rassuré, je pense que c'est lié aussi au sentiment d'attachement, ça peut être lié aussi à l'abandon en fait. Oui, totalement. C'est une peur de l'abandon, clairement, oui. Oui, oui. Toi, t'as une autre expérience que tu veux nous partager, du coup? Donc nous, j'ai un besoin qui est un besoin commun avec ma compagne, en tout cas, qu'on a identifié en devenant parents. C'est un besoin de liberté individuelle lié à l'épanouissement, je pense, de l'individu en tant qu'individu seul et pas en tant qu'individu parent ou individu amant. Avoir un temps sans mission, voilà, lié autour de la gestion des enfants, la gestion de la maison, mais juste un temps où on est libre de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire autant du sport, voilà, des loisirs, et même rien faire si on a envie de faire la sieste, pas de problème. C'est un temps où il n'y a pas de jugement, où vraiment on est libre. Je pense que cette soupape, en fait, ça permet plusieurs choses. Ça permet l'épanouissement de la personne en tant que telle, mais aussi de prendre le temps et le temps de s'écouter soi-même, le temps de prendre soin de soi. Et c'est quand même hyper important pour être un individu en bonne santé, pouvoir prendre soin des autres. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça fait écho chez moi, hein, le père de mes enfants, avec lequel je ne suis plus, du coup. Avant qu'on ait les enfants, c'était quelque chose qu'on arrivait à faire assez facilement, au final, se garder des temps chacun pour soi, où on n'était pas forcément ensemble. Et ou même on pouvait avoir des temps chacun pour soi en étant dans la même pièce, et du coup c'était aussi sympa. Mais après l'arrivée des enfants, en fait, ça a pris tellement de place. Alors, c'est peut-être moi aussi qui ai cette tendance de culpabilisation, d'auto-culpabilisation, où quand on prenait un temps sans les enfants, j'ai l'impression qu'ils subissaient le fait d'être tout seul avec les enfants et que bah, du coup, moi je profitais pas pleinement du temps que j'avais pour moi parce que je culpabilisais de lui laisser gérer d'abord mon fils et puis après mon fils et ma fille en même temps, qui sont deux enfants en bas âge où c'est pas forcément évident. Et du coup, c'était pas vraiment ressourçant ces temps-là au final. Ou même prendre une douche simplement sans avoir des enfants qui sont collés à la vitre en train de vous réclamer, c'était pas évident et j'essayais de faire au plus vite pour que ça soit le moins galère possible derrière de l'autre côté. Est-ce que c'est une discussion que vous aviez eue sur ce sujet C'est une discussion qu'on a eue sur la fin, bizarrement, pendant la thérapie de couple où on a identifié que lui, il avait peut-être moins ce besoin que moi et que du coup, ça créait un déséquilibre que moi, je vivais mal en fait. Ouais, c'est quelque chose que vous aviez pas forcément posé, et le fait de pas avoir posé, de pas avoir dit chacun affirmait ses besoins justement par rapport à ça, et du coup c'était ok que si lui il en avait pas besoin mais que toi t'en avais besoin, ça a généré cette culpabilité qui est la culpabilité qu'on retrouve chez pas mal de mamans. Je crois que c'est quelque chose d'assez général. J'ai l'impression que chez les papas, sans vouloir généraliser complètement, mais en tout cas moi avec les pères avec qui j'ai discuté, j'ai l'impression que c'est un peu moins quelque chose d'un peu moins ancré. Alors peut-être que c'est lié aussi à la société où la mère doit être la personne omniprésente, tout le temps disponible pour ses... en charge du foyer. Ça, en charge du foyer, en charge des enfants. Que le papa, déjà, s'il s'il donne un petit coup de main, c'est déjà bien. Alors là, là c'est quelque chose qu'on entendait marier, rigoler parce que c'est pas quelque chose qu'on défend, en tout cas, nous. Ni l'un ni l'autre. Ni l'autre. Et c'est plutôt même le contraire, où voilà, chaque parent doit avoir sa place plutôt équitable dans le foyer, en fait. Trouver un équilibre. Pour rebondir là-dessus, c'est là que ça semble essentiel en fait d'exprimer ses besoins, que chacun puisse l'entendre, puisse donner aussi entre guillemets son accord à la prise de temps. Alors là, parce qu'on est sur du temps, mais même sur d'autres besoins, je pense que tout à fait. ça fonctionne de la même manière. Oui, la communication
Au final, identifier ses besoins, c'est déjà important parce que ça permet de savoir si on est dans un inconfort, quel qu'il soit, pourquoi et qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour sortir de cet inconfort. Et du coup, une fois qu'on a identifié ça, aller le communiquer à l'autre, c'est essentiel parce que quand on est en couple, on fonctionne à deux, de fait, et donc si on communique pas, c'est pas entendu et ça peut générer des tensions et des incompréhensions surtout, qui peuvent mener à des disputes, etc., etc. Je lisais l'autre jour un article là où qui parlait du couple et qui disait que 1 plus 1 n'est pas égal à 2 mais à 3. En fait, il y a une troisième entité, il y a chaque individu. Et le couple. Et là-dessus, c'est quand même hyper intéressant de se dire, bah oui, effectivement, il y a le couple, des règles du jeu, des règles de fonctionnement. Pour que chacun puisse épanouir aussi dans le couple, et ben, la communication, elle est là pour faire le lien et pour que chacun puisse se sentir bien. Et en tout cas, pas se sentir dans un sentiment d'inconfort parce que certes, il y a des situations qui sont inconfortables, mais si on communique et si on l'exprime, bah, on peut les rendre un peu plus acceptables. En tout cas, chacun peut faire un effort, entre guillemets, pour que ça devienne plus acceptable. Ça me fait penser à une petite anecdote, un petit truc autour du besoin aussi, là, sur le ménage et sur le rangement. Je suis pas quelqu'un d'hyper carré sur le rangement, mais il y a des zones dans la maison, je sais pas pourquoi, il faut qu'elles soient rangées. Mais c'est mon petit côté maniaque, mais sur une zone. Voilà, pourquoi, comment, je sais pas, mais une petite déformation. Et du coup, comment faire comprendre que ça peut être le bordel dans un endroit de la maison et que dans l'autre, il faut que ça soit mais ultra clean, c'est pas simple. Et là encore, le fait de communiquer et de dire, bah ouais, en fait, moi, cet espace-là, s'il est pas rangé, et ben pas bien. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire attention en fait à cet espace-là? Bah, c'est important aussi pour bien se sentir. Mais là, voilà, l'exemple type, c'est que si on communique pas là-dessus et qu'on prend le comportement général, et ben la personne en face ou le membre de la famille, quel qu'il soit, peut pas comprendre que cet endroit précis là, faut que ça soit rangé. Et après, on peut aussi travailler sur bah, pourquoi il faut que ça soit rangé à cet endroit-là. On peut faire un travail aussi en interne pour comprendre cette petite dose de maniaquerie localisée. Genre l'évier qui doit être absolument nickel à la fin de la vaisselle, par exemple. Non mais je suis d'accord avec toi. Et en fait, je voulais juste rebondir sur ton idée de communication qui est essentielle. Et pour moi, en fait, ça va plus loin que ça, c'est même la base de toute relation, qu'elle soit d'ordre amoureuse, familiale, fraternelle ou avec les enfants, professionnelle, amicale. De manière générale, en fait, je crois que c'est juste important de mettre la communication au cœur des relations si on veut pouvoir avancer sans incompréhension et malentendus et non-dits et choses qui peuvent générer des tensions et du coup faire des sources de mal-être à terme. Après, il faut que la personne en face soit réceptive à ça, et ça, c'est pas toujours évident. Forcément. Mais le fait de l'avoir au moins dit une fois, bah, d'avoir lancé le truc, verbalisé, en fait, ça permet que même si la personne ne l'accepte pas forcément, elle l'ait entendu. Ça semble quand même nécessaire, en fait. Si on parle pas, bah, on est dans la compréhension et c'est difficile, en fait. C'est un peu comme les nourrissons, voilà, qui pleurent des fois pour exprimer quelque chose, et en tant que parent, bah, on comprend pas forcément pourquoi ils pleurent. Ça génère de la frustration. L'enfant est frustré, le parent est frustré. Non, mais c'est vrai qu'une relation sans communication, bah, c'est très très compliqué. Ouais. Un dernier besoin que moi j'avais envie d'aborder, qui est, je pense, essentiel dans le couple, c'est celui du maintien de la séduction. Où là, du coup, ça fait, je pense, appel aux besoins psychologiques et sociaux. Je pense que ça va chercher dans les deux. Parce qu'il y a ce besoin d'appartenance à l'autre, etc., d'estime aussi, et en même temps un besoin de sécurité, où c'est-à-dire que j'ai été dans une relation où une fois que la relation était installée, il n'y avait plus d'entretien de la séduction du couple, et comme si c'était acté, la relation était actée, et au final, on a l'impression de plus suffisamment valoir le coup pour l'autre, pour faire l'effort d'aller séduire. Je sais pas si c'est clair la manière dont je le... Comme si t'étais plus l'amante, entre guillemets. Mais Si, mais plus l'amante à séduire. Alors qu'on sait que l'amour, dans un couple, c'est comme une amitié avec des personnes, c'est quelque chose qui s'entretient, il faut le nourrir.
Et pour moi, c'est important de le nourrir par cet aspect de séduction. Pas que ça, il y a aussi la tendresse, le quotidien, des petites choses mises en place, mais cet aspect de la séduction. Alors, séduction, ça ne veut pas forcément dire dîner aux chandelles, jolis vêtements, etc., etc. Hein. Séduction, ça peut être des post-it sur le frigo le matin avant de partir au travail. Enfin, ça passe par plein de choses. Est-ce que c'est pas de la tendresse un peu? Bah, je sais pas. Pour moi, ça fait partie de la séduction, la tendresse aussi. Hein. Voilà, séduire, c'est faire preuve d'attention à l'autre et de vouloir plaire à l'autre, d'avoir envie de plaire à l'autre plutôt que de vouloir. Et c'est pareil, pense que c'est important de le verbaliser et de le communiquer. Parce que sinon, l'autre va pas comprendre ce besoin si c'est pas verbalisé. Alors peut-être qu'il ou elle ressent le même besoin. Et dans ces cas-là, c'est chouette de pouvoir partager dessus et de se caler. Ou peut-être que l'autre n'a pas ce même besoin, mais auquel cas, c'est important d'entendre les besoins de chacun. Et encore une fois, de s'accorder dessus pour trouver un terrain d'entente, un consensus. C'est peut-être plus juste. Ouais. Je sais pas si Mathieu, tu veux rebondir sur ça. Ouais, mais oui, en fait, je vois bien ce que tu veux dire. Le côté séduction, le côté montrer à l'autre qu'il est important à nos yeux, quoi. Exactement. C'est ça. Après, oui. Donc après, il y a une notion de valeur, oui, de comment on montre à l'autre qu'elle a de la valeur pour nous. Et c'est ça, et que le système de valeurs soit assez commun. Oui. Et ça, ouais, je pense qu'il y a besoin d'en discuter, parce que chaque personne n'a pas du coup le même système aussi de récompense entre guillemets, de comment du coup je perçois que une personne ou l'autre m'estime et du coup en valeur. Et ça c'est aussi intéressant. Il y a des études hein, qui existent, qui sont vraiment bien faites là-dessus, sur en fonction du type de personne, potentiellement quel fonctionnement de récompense, et en tout cas de reconnaissance, parce qu'on est aussi sur le côté de la reconnaissance, oui. qui sont de reconnaissance du coup qui fonctionnent en fonction de l'individu. Mais c'est vrai que la verbalisation là-dessus est nécessaire et essentielle, en tout cas, de dire oui, moi je sais que si tu veux me montrer que tu me plais, tu peux aussi fonctionner comme ça, et le fait d'en parler, ouais, c'est encore essentiel. Oui, c'est ça. Par exemple, quelqu'un qui va me dire que ce qui lui plaît, c'est davantage mon intelligence que ma plastique, je sais pas, et ben du coup, je vais davantage m'attacher à ses remarques autour de ça et moins forcément attendre. Enfin, tu vois, ça dépend de ce que l'autre a comme valeur, ce que tu disais de... je sais pas quel terme utiliser, mais ce qui regarde chez l'autre, entre guillemets. C'est ça, c'est qu'il ou elle regarde chez ce qu'il l'autre. regarde et comment lui fonctionne sur... est-ce que c'est un cadeau, tu vois? Je pense qu'il y a des personnes... recevoir un cadeau, pour eux c'est important, et donc du coup c'est le côté c'est un peu circuit de la récompense, quoi, et d'autres un petit compliment, chacun a un fonctionnement un peu différent là-dessus. Et ça fait écho au langage de l'amour. Mais je pense qu'on y reviendra à un autre moment plus tard, parce que c'est très intéressant et il y a énormément de choses à dire là-dessus. Et pour rebondir sur ton expérience, il y a aussi le côté dans la sexualité, moment où le dialogue est pas forcément de mise, mais pour autant c'est quand même essentiel, parce que on peut plus se calquer sur le modèle d'il y a 20 ans entre guillemets, où il y avait une recette qui marchait, qui était un peu dictée entre guillemets par la pornographie et par le patriarcat par la même occasion. Coup qui fonctionne, si t'arrivais pas à prendre du plaisir comme ça, c'était tant pis pour toi entre guillemets. Hashtag la pénétration. Exactement. Là-dessus, je pense que c'est hyper essentiel d'en parler, et on sait qu'en plus la sexualité, c'est un vrai besoin. Pas pour tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui s'épanouissent aussi sans sexualité, hein, bien sûr. Mais pour pas mal de personnes, c'est important, et pouvoir parler de comment son corps il fonctionne. C'est ça, identifier ce que tu aimes, ce qui te met un peu plus mal à l'aise, comment tu aimes,
et ne pas avoir peur de le dire en fait à l'autre, parce que l'autre, ton partenaire ou ta partenaire, a priori, ce qu'ils ont envie, c'est que toi aussi tu prennes du plaisir. Donc si t'oses pas dire que ça, ça te fait pas trop grand chose, ou ça met plutôt mal à l'aise, ou même que c'est douloureux, mais que ça, par contre, tu préférais que ça te prenne du plaisir, et que ça te fait prendre du plaisir, pardon, ton partenaire, il peut pas le deviner, ou ta partenaire. Donc, effectivement, si tu verbalises pas, même si c'est pendant, c'est pas grave, c'est ok de s'arrêter, de prendre 2 minutes pour dire attention, ça me fait mal, ou ça ne va pas, est-ce qu'on peut faire autrement? Moi, j'aime bien ça aussi. Même, et puis, y a rien qui empêche de relancer après le moment, etc., etc. Et au final, ça fait moins de malaise pour les deux. Oui, complètement. Et puis pour généraliser un peu, c'est vrai que le besoin, il peut évoluer aussi au cours de sa vie et au cours du moment. Totalement. Là, on prend l'exemple de la sexualité, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être hyper satisfaisantes à un moment, et puis il y a d'autres moments pas du tout. Si on le fait sans envie, c'est pas forcément intéressant. Et les besoins, du coup, ils évoluent aussi. Moi, peut-être que dans 5 ans, le petit coin qui est bien rangé, que j'aime bien, qui soit nickel, et peut-être que j'accepterais qu'il y ait du bazar dessus, et complètement ok. Rien que tel que de communiquer du coup sur ce sujet-là pour dire bah oui, maintenant j'ai plus besoin qu'il soit hyper rangé, on peut mettre plein de bazar dessus, et je le vis bien, quoi. Oui, et j'allais prendre en exemple aussi le besoin d'être assuré dont je parlais au début, qui est peut-être même sûrement plus fort en début de relation qu'au bout de quelques mois, voire années, où les choses sont davantage installées, où du coup il y a moins cette peur, et donc moins ce besoin, et les choses changent. Par contre, il y aura peut-être davantage du besoin de séduction, parce que la séduction est très présente au début du couple, et puis au fil des années qui passent, et peut-être que c'est moins présent, et donc le besoin va être plus fort à l'inverse. Et puis elle peut changer en fait. Là, on parlait du mode aussi. de récompense Et tout puis à les l'heure. manières, oui voilà, c'est ça, ils peuvent évoluer avec le temps. Évoluer. Peut-être qu'au début c'était aller faire un resto, se faire complimenter, et c'est ok. Et puis d'autres moments, ce serait plus juste consacrer un vrai moment à l'autre, sur un massage, sur passer un vrai temps d'intimité. Et puis la parentalité, le fait d'avoir des enfants, aussi le fonctionnement du foyer, ouais, il y a plein de choses qui peuvent changer et qui peuvent affecter les besoins qu'on avait à un moment. Bien sûr, ou même dans une relation de couple sans enfant, d'un moment où tu vis pas ensemble, à un moment où tu aménages ensemble, ça va générer plein de nouveaux besoins, et alors que d'autres vont plus être d'actualité, et qu'il va falloir verbaliser et communiquer. Et au final, le fait de communiquer là-dessus, c'est forcément constructif pour le couple, surtout si c'est amené de manière à prendre en compte aussi les considérations de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut entendre que l'autre, par exemple, n'est pas OK pour écouter sur le moment, et a besoin de temps, et on y revient plus tard, etc. Je pense que dans la communication, on y reviendra peut-être à un autre moment aussi, mais c'est super important de temporiser. Et même si le besoin, il n'est pas répondu, on n'y répond pas tout de suite, on peut trouver peut-être en attendant une petite stratégie pour y répondre temporairement, en attendant d'avoir la vraie réponse aux besoins. Oui, complètement. En tout cas, la communication, c'est pas forcément l'apport de la solution, mais c'est l'expression du besoin. C'est ça, qui permet de réfléchir à une solution. Je pense que voilà, on a fait un peu le tour de la question de manière globale. En résumé, très rapidement, on a des besoins sur de multiples choses qui sont différents d'un individu à l'autre, et la manière du coup de pouvoir y accéder, c'est d'un premier temps les identifier, et après les communiquer aux différentes personnes qui sont concernées. Je voulais rebondir sur l'identification des besoins, parce qu'on n'en a pas trop parlé en soi. Juste pour identifier un besoin, je pense que c'est important d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, se dire ok, quelle émotion je ressens, comment ça se manifeste dans mon corps, et qu'est-ce qui provoque cette émotion, et quel besoin du coup ça vient chercher, et quelle stratégie j'aurais besoin de mettre en place pour répondre à ce besoin. Et une fois qu'on a identifié ça, comme ça, c'est plus facile de le verbaliser. Mais c'est vraiment important d'écouter ces émotions pour réussir à identifier le besoin qu'on a besoin de combler, je crois. Ouais, vaste sujet, hein, les émotions, encore un sujet qui pourrait être traité lors d'un podcast tout entier. Mais déjà, ça peut donner des pistes d'identification des besoins.
Ça peut donner des pistes. Est-ce que toi, tu as des recommandations par rapport à tout ça? Moi, j'ai 3 recos à vous faire partager, qui sont plutôt intéressantes. La première, c'est des BD de Art Mela, qui sont une trilogie qui s'appelle Émotion, enquête et mode d'emploi. Et l'autrice, là, elle nous partage dans un format plutôt ludique et très bien vulgarisé qu'est-ce que c'est une émotion, comment on l'identifie, comment on voit ce qui la provoque, comment ça se passe à l'intérieur de nous, et à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça engendre. Et elle fait aussi des apports sur la communication, et notamment la communication bienveillante avec autrui, pardon. Et à partir de là, je pense que ça peut aider sur le parcours d'identification et de communication des besoins au sein du couple. Ma deuxième reco, c'est une petite vidéo sympa je sais pas si vous connaissez la chaîne Et tout le monde s'en fout. Généralement, c'est plutôt bien fait. Là encore, c'est la définition du besoin d'une manière ludique et vulgarisée. Et ils expliquent plutôt bien comment l'histoire de l'identification des besoins, notamment avec la pyramide de Maslow, et ils identifient les besoins physiques, sociaux, psychologiques. Et ils ont dit une phrase que j'ai notée parce que je la trouvais vraiment intéressante. Si tu prends conscience de tes besoins dans l'ordre qui te correspond et que tu te trouves des activités régulières et fun qui te donnent la sensation d'y répondre, ton cerveau et ton corps sont contents et ton amour de toi, il s'améliore. Voilà. Du coup, pour être bien avec soi, c'est important d'écouter ses besoins. Alors là, on parle plus de ses besoins soit en tant qu'individu que d'individu dans le couple, mais en tout cas, ça peut se refléter aussi dans les besoins du couple. Et la dernière vidéo, c'est une vidéo de Jacques Salomé, qui est un psychologue et qui a notamment travaillé des méthodes de communication spécifiques qui se rapprochent un peu de la communication non violente, s'appelle la méthode ESPER. Et là, c'était une vidéo sur les besoins dans le couple. Comment les protagonistes nourrissent la relation qui les relie et comment ils vont aller travailler leurs besoins. Lui, il dit que, par exemple, c'est important de mettre des messages positifs à l'autre, avec des messages gratifiants, bienveillants, donner le sentiment d'être reconnu et entendu l'autre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour avoir un équilibre dans la relation. Il identifie donc 7 besoins. Le besoin de se dire avec ses mots à soi, le besoin d'être entendu dans le registre dans lequel je parle, avec les ressentis et pas l'environnement, le besoin d'être reconnu tel que je suis et pas tel que l'autre me voudrait, le besoin d'être valorisé, le besoin d'intimité à la fois partagée dans le couple et d'intimité personnelle pour avoir un équilibre, le besoin de créer, d'avoir le sentiment que je peux influencer l'autre tout en acceptant son influence, laisser une alternance des positions d'influence dans le couple en fait, et enfin le besoin de rêver ensemble que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, ça c'est lui qui le dit, je trouve ça très beau, qui permet de traverser les difficultés, d'accepter les phases compliquées de la relation avec l'espérance que le couple ensemble va être en capacité de les dépasser. Et du coup, il dit que le propre du couple, c'est que chacun de ses besoins peut être entendu, respecté et valorisé par son partenaire. Ça donne donc plus de chances et de moyens de s'inscrire dans la durée dans la relation. Voilà pour mes recos pour ce premier podcast. De mon côté, j'ai cherché sur Instagram des comptes qui traitaient du couple ou de leurs besoins, mais je n'ai pas trouvé de compte très très pertinent. Par contre, j'ai trouvé des podcasts qui correspondaient plutôt au thème, comme l'épisode 91 de la matrescence où Clémentine Sarlat échange avec son conjoint sur les changements et les déséquilibres qu'il y a eu dans leur couple dû à l'arrivée des enfants. Il y a aussi le cœur sur la table où Victor Toyon échange avec ses invités sur les relations amoureuses et le lien au couple. Et pour finir, Histoire de couple de Rocky, où on retrouve Fabrice Florent en co-animateur, qui récolte des témoignages de couples. À l'heure actuelle, toutefois, il n'est plus mis à jour, mais il reste très pertinent. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram, Le Temps d'une Liberté, tout attaché, THE à la fin. Ce podcast sortira à une fréquence d'1 fois par mois. Le prochain épisode sera sur la libido. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos expériences ou vos questions sur Instagram. On vous remercie toutes et tous d'être restés jusqu'à la fin de cet épisode. Et on est très fiers avec Marie de vous avoir présenté ce podcast. Ouais, on a super hâte de vous retrouver le mois prochain. Et en attendant, n'hésitez pas à partager le podcast sur Insta, bien sûr, mais aussi sur Facebook, pourquoi pas par mail, dans vos boîtes aux lettres, par pigeon voyageur, à dos de cheval, à dos d'âne, ou en dromadaire, pourquoi pas.